Bon, alors on va ouvrir le débat. On est un peu en retard. Alors, on me dit qu'il faut faire... mais on va quand même prendre quelques questions. Ah, ça y est, voilà. Il y a un micro peut-être ? Oui, je suis le docteur Abdoulaye Hassan Diallo. J'ai fait ma thèse de doctorat en sciences politiques à l'université de Lyon 3 en 1993. Et je suis intervenant à l'Institut d'études de la francophonie, à l'époque qui n'était pas l'IF. Alors, j'interviens parce que je me sens interpellé, d'autant plus que je suis à l'aise pour parler de la francophonie, puisque c'est le 20 mars 1970 qu'a été paraphée la naissance de la CCT à Niamey, chez moi, dont M. Jean-Marc Léger a été le premier secrétaire général. Mais lorsque je l'ai revu quelques années plus tard, il avait pris du poids. Alors, je vais inviter les étudiants à regarder un site, Niger Diaspora ou Actu Niger. Ils verront un article que j'ai écrit sur sous les dessous de la francophonie. Parce que je suis très bien placé pour parler français ici, d'autant plus que je me rappelle que le président français Hollande avait dit un jour que la langue française est mieux utilisée, pas plus, mieux utilisée en Afrique qu'en France. Et c'est vrai. Et c'est très bien vrai. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas été à l'école. Puisque lorsqu'on est né, on parle sa langue maternelle, mais on ne sait pas l'écrire. Donc il faut aller à l'école pour cesser d'être analphabète. On va prendre 2 ou 3 questions. Alors, posez votre question, s'il vous plaît, et puis ensuite on fera un échange un peu plus long. Bon, écoutez, merci. Moi, je ne voulais pas poser une question. Je voulais juste me situer pour faire comprendre qu'il y a un francophone qui est dans la salle. Et c'est chez moi que la francophonie est née le 20 mars 1970, avec Amani Djouri, le président Senghor, Bourguiba et Norodom Soumnou. Je prends ça aux étudiants pour qu'ils comprennent. Mais on va le faire tout à l'heure, vous inquiétez pas. On va Donc, faire. on prit leur avion pour venir au Niger et vraiment, je suis très heureux d'être parmi les miens. Parfait. Merci. Alors, une question là, mademoiselle. Hop. Je vous en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Alejandra Resendis. Je suis étudiante en Master 2 de francophonie et mondialisation. Et tout d'abord, merci à vous deux pour vos interventions. Mais je voudrais m'adresser à Monsieur Bendieu. Et je vois que vous êtes amoureux des langues, dit dans votre présentation, et que vous connaissez le monde hispanophone. Donc ma question, c'est quelle est la place, à votre avis, qui a la francophonie en Amérique latine, ou quelles sont les chances du français, quelle place pourrait occuper en Amérique latine? Merci. Merci, c'est une bonne question. Je ne suis pas du tout spécialiste. C'est une question qui pourrait davantage s'adresser à Loïc de Pecker pour vous dire aujourd'hui, en termes stratégiques, j'allais dire en termes staliniens, combien de divisions, que pèse aujourd'hui la francophonie en Amérique latine. En revanche, je déplacerai volontiers la question en revenant à quelque chose qui a été très rapidement abordé en introduction par le président de l'université, la nécessaire convergence, parce qu'on a des intérêts communs entre les différents réseaux linguistiques mondiaux, notamment ceux, évidemment, qui se réclament des langues latines. En Amérique latine, c'est un bel exemple, évidemment. Il y a d'abord le réseau hispanophone, il y a ensuite, bien sûr, le réseau lusophone, le Brésil qui communique avec le Portugal, avec divers pays d'Afrique, etc. Et il y a le réseau francophone qui a ses atouts, qui a ses pièces maîtresses, ses lycées français, ses instituts français, ses alliances françaises et autres lectorats dans les universités. Ces réseaux ont certainement non seulement des intérêts communs, là je me place un peu trop d'un point de vue économique, ce qui fera plaisir à Jean-Pierre, mais ce n'est pas mon sujet, donc je ne m'aventurerai pas. Mais non seulement ils ont des intérêts communs, mais ils ont des valeurs communes. Ou ils devraient avoir des valeurs communes, qui sont ces valeurs en effet d'ouverture, de vrai dialogue. Et il y a un domaine, celui-là m'intéresse particulièrement, tiens. Et ce que disait tout à l'heure Loïc de Pecker, il renvoie bien. Il y a un domaine dans lequel les Espagnols en général, les hispanophones en général, sont nettement plus avancés que nous. C'est la reconnaissance de la diversité de la langue espagnole à travers les différents pays où elle est parlée, en Amérique latine,
En Afrique, un peu moins, mais quand même encore un peu, et bien sûr en Espagne. Désormais, les différentes académies, l'équivalent de l'Académie française, les différentes académies de la langue espagnole, la Real Academia à Madrid, mais aussi toutes les académies, notamment en Amérique latine, travaillent ensemble à un dictionnaire de l'espagnol où figurent absolument tous les mots, tous les termes qui sont en usage dans ces différents pays et qui sont présentés sur un pied d'égalité, en précisant que ce terme se rencontrera plutôt en Colombie, à Cuba ou au Venezuela ou en Espagne, ou dans telle ou telle d'ailleurs région d'Espagne, car l'espagnol péninsulaire n'est pas homogène. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, encore très loin du compte. Et si l'entreprise que Loïc nous décrivait tout à l'heure était pionnière, de faire entrer dans le dictionnaire des mots qui nous viennent du Sénégal, du Québec, de Suisse, de Louisiane, etc., de tant d'autres lieux. Si cette entreprise donc était pionnière, elle reste encore aujourd'hui à mener à bien. Et l'arrivée de ces termes, non pas étrangers, ce sont des termes français, mais nés sous d'autres latitudes dans notre dictionnaire, c'est encore trop rare. Moi, l'un des derniers que je connaisse, mais c'est le plus beau peut-être, c'est quand Florence Delay, romancière et académicienne, a réussi à faire entrer dans le dictionnaire de l'Académie, et maintenant c'est un mot français, convivence, qui était un mot espagnol, convivencia, ou italien, convivenza, qui disait tout à fait d'autre chose que convivialité. Convivialité, c'est bouffer ensemble, registre de langue volontairement vulgaire, que cohabitation, qui renvoie à des concepts politiques parfois un peu effrayants. Vous voyez, bon, il n'y avait pas de mot pour le dire en français. Ce plaisir qu'il y a à partager des valeurs, des cultures, des expériences, à vivre ensemble. On dit le vivre ensemble. D'ailleurs, à la région Rhône-Alpes, jusqu'à il y a 15 jours, j'étais chargé d'un pôle qui s'appelle toujours le pôle Vivre Ensemble. Et moi, j'aurais voulu qu'on l'appelle le pôle Convivence, qui dit quand même autre chose et plus profondément que le... Voilà, convivence est désormais un mot français, vous pouvez l'employer, il est dans l'Académie, mais c'est tellement rare. Et ça, c'est une leçon que nous pouvons apprendre de nos amis hispanophones. Et je connais moins la lusophonie, mais je serais... très étonné que des termes brésiliens, angolais, etc. ne soient pas déjà entrés dans le dictionnaire à Lisbonne. Ça, nous avons à l'apprendre parce que c'est cela qui confortera notre réseau de la francophonie en Amérique latine ou ailleurs. Je vais abonder juste sur un point, Abraham, si tu permets. Donc, dans le domaine vraiment du management, il y a une initiative qui a été... Deux initiatives qui ont été lancées. Alors, je ne suis pas très clair sur les dates, il y a 6 ou 4 ans, qui est effectivement un ensemble d'universitaires du domaine qui étaient un petit peu là de la prédominance du modèle anglo-saxon et qui avaient décidé effectivement de faire un réseau au niveau des langues romanes pour ce qui concerne le management. Donc c'était francophonie, lusophonie, hispanophonie. Malheureusement, l'initiative s'est lamentablement fracassée sur la crise économique que nous connaissons aujourd'hui, qui font qu'effectivement, notamment du côté lusophone, tout s'est effondré, quoi. Mais effectivement, même dans des communautés qui seraient plutôt tendance à avoir un très fort tropisme vers le monde anglo-saxon, il y a quand même la reconnaissance de cette romanophonie et qui, en masse, effectivement, elle, par contre, peut, dans certains domaines, être une alternative ou du moins, excusez-moi l'expression anglaise, un challenger intéressant par rapport au modèle. Voilà, un défi. Le problème, c'est le problème économique. Ça, il faut... à un moment, savoir que quand on constitue des communautés internationales, comme je disais tout à l'heure, il y a des coûts et que, voilà, la conjoncture économique fait que des fois, la communauté, on peut la créer, on ne peut pas la côté. Donc, penser qu'une communauté, c'est totalement spontané, elle peut se créer de façon sans ressources, sans coûts, instantanément, etc., je pense que c'est pas tout à fait pertinent comme type d'analyse. Voilà. Bien, Guy Laborel, je suis à l'Institut de la francophonie. Je voudrais faire 2 remarques accompagnées de questions. Bon, on parle évidemment toujours de bien commun. Ce qui me gêne un petit peu dans cette expression, c'est pour reprendre la vieille discussion entre être et avoir. Est-ce que c'est simplement quelque chose qu'on a ou est-ce que c'est quelque chose qu'on est ? Le francophone, il n'est pas simplement quelque chose qu'on va évaluer sur le plan d'une quantité. Il y a aussi une qualité. Et ça, je crois que c'est important. Ça reprend des vieilles discussions sur le beau, l'utile, le net, qu'on a
avait autrefois. Alors, on pourrait dire que l'UNESCO, lorsque on a reconnu donc justement la nécessité d'une culture diverse, a un petit peu repris cette distinction. Donc je me dis, pour poser une question, mais derrière, je suis un petit peu volontairement vicieux, quelle différence ferait-on entre bien commun et patrimoine, par exemple, Ensuite, alors, Monsieur Benjo, vous avez évoqué Babel. Bon, j'ai envie de dire exprès aussi avec un peu d'humour. Hein. Il y a aussi la Pentecôte où d'un seul coup tout le monde parle la même langue. Alors est-ce que ça donne raison à Rousseau qui dit que Dieu intervient en quelque sorte, ou alors est-ce que derrière tout ça il ne faudrait pas voir un problème de valeur, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Je pense que c'est là que nous retrouverons. Voilà. Merci. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux commencer sur la culturelle? J'aurais quelque chose à dire aussi, mais... Ouais, alors, donc la distinction être-avoir pose problème effectivement dès qu'on parle de bien culturel, dans la mesure où le fait d'avoir accès à certains services qui là aussi ne sont pas dans l'empiré de je ne sais pas trop quoi, donc là on est dans le domaine du avoir, vous permet d'être, donc effectivement ce sont des catégories ou une dichotomie qui pose problème dès qu'il s'agit de parler de biens culturels, hein, parce que, comme l'a fort bien dit Abraham, par exemple, pour ce qui est de la langue, on est totalement, on ne peut pas utiliser ce type de catégorie compte tenu du pouvoir expressif, voire poétique de la langue. La deuxième chose, par rapport à la notion de patrimoine, qui elle-même est ambiguë, hein, parce qu'il y a patrimoine privé, je possède et ça va permettre de générer des flux de revenus sur une longue période, la fameuse rentabilité, c'est ça là, hein, capacité à générer une rente. Et puis il y a la vision patrimoine au sens, c'est quelque chose qui est important et qui doit être transmis, entretenu et transmis de génération en génération pour le bien-être d'une collectivité, voire de l'humanité, confère la patrimonialisation que propose l'UNESCO. Donc le concept même de patrimoine aussi est ambigu selon qu'on le voit comme un bien public ou comme un bien privé. Quoi qu'il en soit, dans la notion de patrimoine, on a quand même cette notion de durée et de transmission, hein, de quelque chose qui doit être transmis. Alors par contre, par rapport à la notion de bien de fond au sens georgesco-rogène, c'est un bien logiquement qui ne doit pas être altéré, alors que le fond, comme j'ai expliqué, il s'accumule. Donc le patrimoine, par exemple, ce serait non seulement une vision muséale, mais vraiment rikiki, qui serait on maintient la petite bâtisse. Alors peut-être que dans un siècle, on maintiendra ces bâtiments, considérant qu'ils doivent effectivement appartenir au bien mondial de l'humanité, puisqu'un certain nombre de personnes particulièrement brillantes ont fait rayonner la francophonie au-delà de ce qui était envisageable, et donc il ne faut surtout rien toucher. Donc ça, c'est la vision classique, mais la vision de fond, c'est de dire on va non seulement maintenir les choses en l'état, mais on va intégrer le fait qu'il va y avoir de nouveaux éléments qui vont pouvoir s'agréger, il y aura des choses qui vont être détruites, des choses qui vont être reconstruites, tout ça sur le long terme, et ça constitue une ressource de fond. Donc le patrimoine, en fait, ce n'est soit un bien privé, soit un bien public. Et deuxième chose, la vision patrimoniale, le problème, c'est qu'elle peut exclure une vision de processus de dynamique de long terme qu'on peut avoir concernant les biens culturels. Donc pour moi, le concept de bien culturel est beaucoup plus large que simplement celui de patrimoine. Voilà. En complément, puisque nous sommes un peu dans l'ordre aujourd'hui, et j'aime beaucoup ça, de la provocation un peu malicieuse, enfin de la taquinerie réciproque, etc., je n'utilise, en ce qui me concerne, jamais la notion de bien culturel. Je la déteste. Parce que je vois quand elle apparaît historiquement, elle apparaît dans le grand mouvement néolibéral qui nous submerge depuis quelques décennies. Et qu'est-elle venue remplacer? Comment on disait du temps où j'étais jeune? C'était pas hier, mais quand même, je ne date pas du Pléistocène. Comment on disait de notre temps? On disait une œuvre d'art. Voilà comment on disait. On parlait des œuvres d'art. Terme incongru, enfin aujourd'hui presque malsonnant. Enfin, plus personne ne parle d'œuvres d'art. On parle de biens culturels. Et ça illustre, je crois, à la perfection ce dont je parlais tout à l'heure, savoir les connotations, comment un mot, au-delà du sens, de son sens évident et de sa définition dans le dictionnaire, peut colporter, peut, en contrebande, en quelque sorte, transporter des valeurs, une vision du monde, etc. Donc moi, je parle des œuvres d'art.
qui seront alors peut-être davantage du côté de l'être, du côté du ressenti, du côté de l'émotion, du côté de la sensation, là où le bien culturel, mais je comprends bien la nécessité d'employer ce mot, je comprends bien de quoi. C'est un produit, Oui. on a envie de dire comme un autre, ou pas comme un autre, exception culturelle ou pas, mais c'est un produit, il se vend, il s'achète, il se possède, on en bénéficie, et dès lors qu'on admet ça, alors on est en situation de faiblesse pour défendre vraiment l'exception La francophonie. culturelle. Donc, je ne dis pas bien culturel. C'est amusant que vous citiez la Pentecôte, parce que je vais reciter, pardon, c'est pas une obsession, mais il se trouve que je vais reciter Bernard Cerchilini, qui j'entretiens des relations très amicales et on se taquine souvent. Et une fois où je parlais du mythe de la malédiction de Babel, il me disait, mais il y a l'antidote, c'est mon cher Abraham, excuse-moi, parce qu'il connaît évidemment mes origines juives, lui-même des origines culturelles chrétiennes. Il y a la Pentecôte. D'ailleurs, je demande à ce que la Pentecôte soit la fête des linguistes, disait-il. Il faut qu'on puisse... La journée internationale des linguistes, eh ben, c'est la Pentecôte, parce que c'est le jour où les apôtres ont parlé les langues, etc. Et je lui répondais, mais là, vraiment, je n'ai pas le temps de développer, puis je ne suis pas théologien quand même. Il existe, évidemment, vous l'imaginez, dans le Talmud, des lectures du mythe de Babel absolument vertigineuses, étourdissantes, et qui aboutissent évidemment aux conclusions absolument renversées. Et ce n'est plus une malédiction, mais au contraire une bénédiction. Et la punition, si punition il y a, ne porte pas sur la multiplicité des langues, mais sur l'usage qu'on en fait. C'est un texte moral. Bon, bref, je n'épilogue pas, en plus j'en serais sans doute incapable. Mais j'aime bien, en tout cas, cette tension parce que c'est au fond notre problème, entre le problème qui est posé par la multiplicité des langues qui font obstacle à la communication et les solutions qui existent. Vous connaissez tous le fameux mot d'Umberto Eco qu'un journaliste de télévision essayait de piéger afin de mettre en difficulté. Il disait, mais bon, alors dites-moi, maître, la langue, c'est quoi la langue de l'Europe? Et puis du tac au tac, c'est ça qui est bien. Lui répond, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Qui dit tout. Alors, une dernière question, et puis après, on passe à la table ronde. Merci beaucoup, Sandra Coulibaly. Je vais intervenir plus tard, alors voilà. Mais juste, Jean-Pierre, j'aimerais que peut-être que aussi il y a peut-être un aspect sur les biens culturels qui est la question de l'externalité, qui, je trouve peut-être pas contredit, mais peut aborder un angle supplémentaire sur la spécificité des biens culturels, n'en déplaise à Monsieur Bengio. Mais je crois que mettre à l'écart cette notion qui est maintenant une réalité du domaine de l'économie, de la culture, et vous qui êtes tout à fait... c'est à la fois... et je reviens aussi, pardon, de faire un peu un croche-pied, mais qui répond à vos deux interventions. La question du multiculturalisme, ne pas affronter les problèmes de notre temps et de notre société. Vous êtes les mains dans le cambouis, donc c'est absolument pas destiné à vous. Mais je crois qu'attention, ne pas mettre de côté, éviter, diaboliser. Le multiculturalisme est une réalité malheureuse ou heureuse de notre société du temps présent. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est parler des biens culturels. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais Benjamin, qui ont disserté d'une manière critique sur ce phénomène qui est celui avec lequel nous vivons. Alors, comment la francophonie, notre langue française, peut en faire un bien culturel commun? Alors, je reviens à Jean-Pierre, la question de l'approche de Holstrom sur la question de troisième voie communautaire, qui rebondit à la question du multiculturalisme. Voilà, c'est une dialectique en vous, me gêne profondément et je ne pourrais pas dire encore pourquoi. Alors peut-être à la fin de la journée, on verra plus clair. Merci. Un mot simplement, tout à fait d'accord pour dire que le communautarisme, enfin l'existence de communautés en France et ailleurs sont un fait. La question est de savoir si je schématise parce que là vraiment on dépasse le temps. Il y a trois solutions. On se satisfait de ce cloisonnement des communautés les unes à côté des autres qui s'ignorent, voire qui se combattent. Non, c'est pas ma solution. On s'en scandalise, je pourrais mettre des noms derrière cela, on s'en scandalise au point de vouloir les éradiquer, je veux voir qu'une tête, assimilation, enfin, bon, ce discours connu. Ou bien on dit, voilà, c'est la situation,
comment est-ce qu'on s'y prend intelligemment pour tirer tout le parti possible de cette richesse qui nous est advenue sans qu'on y soit pour grand-chose. Enfin, c'est un cadeau qui nous a été fait par le monde qui est venu s'installer chez nous avec toutes ces cultures, toutes ces langues, toutes ces valeurs, etc. Comment on fait pour tirer parti de cette richesse sans casser l'outil républicain pour aller vite, ni la cohésion sociale, et en permettant pas seulement le dialogue et l'échange, mais les hybridations, les aventures inouïes, les formes artistiques que personne ne pouvait prévoir et qui sont nées du contact entre des cultures différentes et des démarches différentes. Encore une fois, je le répète, poser la question, ça n'est certainement pas y répondre ni résoudre la difficulté, mais c'est au moins, j'espère, c'est ma toute petite ambition, la poser dans les termes qu'il faut, c'est-à-dire dans des termes à la fois raisonnables, mais qui ne renoncent à rien, qui ne renoncent à aucune des richesses, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça s'appelait dans ma jeunesse, c'est dire mon âge, la dialectique. Sur juste l'externalité, donc la caractéristique des biens culturels, alors là aussi ça les oppose au patrimoine, c'est ils peuvent... Alors, en tant que produit, effectivement, je suis d'accord avec Abraham, parler de biens culturels et de ramener ça sur des produits culturels ou des œuvres, effectivement, là, il y a un petit souci analytique, puisque la catégorie bien est beaucoup plus large que celle de produits. D'ailleurs, chez Ostrom, le bien, c'est votre bien naturel, c'est pas le flux que vous en dérivez, c'est c'est le lac dont vous disposez, c'est pas le cubage d'eau que vous prélevez. Donc on est très très clair là-dessus. Alors par contre, sur l'externalité, il y a deux types d'externalités, effectivement, concernant les biens culturels. Un, ils ont une capacité, effectivement, on l'a dit, à circuler, à s'hybrider, à provoquer des effets d'expansion, tout simplement parce qu'ils sont adossés à des activités de nature créative, poétique. Et donc, effectivement, par définition, de par cette circulation, cette hybridation, ils vont générer des dynamiques de long terme qui sont totalement différentes de ce qu'on peut observer soit uniquement en utilisant de l'échange marchand de biens. Là, on a une vision de flux. Voilà, alors on achète, on vend, ok. Soit même en notion de stock, voilà, on les accumule, on les utilise. Donc on est sur des dynamiques de long terme dans lesquelles effectivement ils vont permettre, parce qu'ils sont expressifs, parce qu'ils vont permettre de la créativité, effectivement, de créer une partie de ces externalités. Donc voilà, ça c'est très très important, effectivement, de saisir ce type de dynamique. Alors par contre, ça a une influence sur la définition de la francophonie, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, c'est forcément quelque chose d'ouvert, parce qu'à partir du moment où vous verrouillez tout, vous bloquez les hybridations possibles, les phénomènes d'expansion que vont permettre ces hybridations, donc à long terme, vous appauvrissez complètement l'évolution, la dynamique de votre système. Alors deuxième point, pour le plurilinguisme, moi je suis attaché à une autre forme de plurilinguisme, qui est un plurilinguisme de type fonctionnel, qui est effectivement le fait que dans certains domaines professionnels, eh bien, clairement, il y a une langue de travail ou une langue de communication internationale. Bon, alors, c'est pas l'anglais, on ne sait pas comment la caractériser. Voilà, Globish. Ouais, c'est même pas du globish, c'est un truc un peu bizarre. Voilà. Ouais, c'est un des globish, voilà, effectivement. Donc, et puis... dès qu'il s'agit de tailler le bout de gras et d'aller un peu plus profond dans certains concepts et non pas de valider les connaissances, on va utiliser le français. Donc effectivement, cette forme de plurilinguisme fonctionnel, notamment lorsqu'on va travailler sur des activités intellectuelles de nature académique, scientifique, technologique, je crois, me permet de devoir être prise en compte, ce qui explique la schizophrénie que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire de lire des chefs d'entreprise revendiquant leur amour absolument passionné pour la langue française et communiquant auprès d'autres Français à Paris en utilisant des supports en anglais. Donc voilà, enfin c'est pas de l'anglais, c'est un truc du manage globish, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, voilà. Merci beaucoup. Donc merci à Jean-Pierre Michaeli et Abraham Bengio.